Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, nature. Donc, je voudrais vous parler de la révolution numérique dans les sciences. Alors, j'ai déjà parlé de révolution numérique. Ce n'est pas un mot qu'il faut utiliser sans précaution, le mot révolution. Et la révolution numérique dans la société est quelque chose d'assez bien connu. Dans les sciences, enfin d'assez bien observé par tout le monde, dans les sciences, c'est beaucoup moins connu. Et je voudrais venir à ce fait, aux raisons de cette révolution et à leur impact. Alors, il y a une phrase qui n'est pas très bien traduite ici, mais je préfère la traduire de façon simple que de façon trop générale, de Eugène Wigner dans les années 60, qui dit « Les mathématiques ont une réussite insolente en physique ». Alors, il ne dit pas physique, il dit « natural sciences ». Il ne dit pas insolente, mais je pense que le mot insolente est juste. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'histoire des sciences, qui a commencé il y a bien longtemps, il y a quelques siècles. Et donc, la plupart des sciences sont fondées sur une observation avec des instruments. Bon, la lunette de Galilée, bien sûr, mais il y en a eu avant, hein, l'astronomie est très, très ancienne. La modélisation par la mise en équation, et ça je le mets en rouge parce que c'est peut-être là l'entrée des mathématiques véritables, c'est la constatation qu'on peut mettre le monde, enfin certaines parties du monde, sous forme d'un certain nombre d'équations, qui est un nombre d'équations petits, d'équations qui sont compréhensibles et que le monde étrangement semble obéir à ces équations. Donc ça a été le cas pour le mouvement des planètes et c'est le cas pour énormément d'autres choses. Ensuite, les équations, ce que les mathématiciens apportent, c'est la possibilité d'en déduire des choses par deux façons de faire. Le calcul essentiellement numérique, le calcul intégral, enfin tous les calculs des mathématiques, et puis le raisonnement logique, qui est souvent un peu dissocié d'ailleurs de la notion de calcul en mathématiques, alors qu'en informatique, on ne pourra jamais les dissocier. Et aidé par des machines variées, les tables, les abacs, les machines, même les calculatrices qui ne sont pas de l'informatique en ce sens-là. Et puis évidemment une validation fondamentale par l'observation. Alors ça a connu des heures de gloire fantastiques, évidemment la découverte de Neptune et des tas de choses comme ça, et ça a atteint un point de perfectionnement très grand, mais pas forcément un espace d'application si grand que ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sciences, qui n'ont pas été historiquement tellement touchées par ça. Par exemple, la biologie, qui n'a pas été une science extraordinairement mathématisée, et au même titre que la physique, et d'autres des sciences naturelles de manière générale, les sciences de la vie de manière générale. Alors, là, ce que je voudrais développer, c'est que l'informatique aura une réussite encore plus insolente, beaucoup plus insolente en sciences en général, et pas seulement en physique ou dans les sciences dites dures. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un faisceau de raisons qui fait ça. Le premier, c'est la notion d'instrument numérique. En cumulant physique et informatique, ou quelquefois par l'informatique seule, on verra des exemples, la notion d'instrument s'étend en une notion d'instrument numérique. Il y a beaucoup d'exemples de ça. Par exemple, tous les appareils de radiographie évoluée, de scan, d'IRM, etc., sont des appareils qui mélangent des concepts physiques très importants avec un calcul informatique. Ce sont des appareils qui sont inutilisables sans les calculs informatiques et de maths appliquées. Ici, je confondrais assez volontiers informatique et mathématiques appliquées, dont la distinction est vraiment très peu claire. Et l'autre chose, c'est la modélisation par mise en calcul de toutes sortes. Mise en calcul, c'est beaucoup plus général que mise en équation. On peut calculer sur des tas d'autres choses que des équations, bien que les équations restent très fondamentales, mais on peut aussi penser qu'un humain, ça manipule quelques équations, une machine, ça en manipule quelques millions, ce qui est tout à fait différent. Du calcul numérique et logique à très grande échelle, c'est-à-dire que l'unité en informatique est le millier de milliards d'opérations, ce n'est pas l'opération. Ensuite, des très grandes statistiques et du calcul sur l'incertain, qui est certainement une des grandes évolutions actuelles de l'informatique. Je viens de redonner, pour ceux que ça intéresse, 8 cours du collège à Édimbourg en anglais, et il y a un séminaire dessus, le dernier séminaire qui s'appelle « Dealing with Uncertainty », qui est assez fantastique, par Chris Bishop, et il faut voir ça. Alors ensuite, je vais pas mal parler de ça, les simulations et les expériences virtuelles, qui ne remplacent pas les expériences réelles, c'est autre chose.
Et puis la visualisation des résultats, qui est un domaine extraordinairement important, parce qu'on ne comprend les choses qu'en les voyant ou en les entendant. Et la visualisation, je vais vous donner des exemples. Bien. On a parlé déjà du travail coopératif à l'échelle mondiale qui ne fait que commencer, et donc qui n'est pas organisé, on ne sait pas encore comment ça marche, mais il va évidemment se passer beaucoup de choses. Et donc, on va avoir des possibilités décuplées. Alors, souvent, on parle de l'outil informatique. Je pense que c'est un contresens majeur, ou du moins c'est une insuffisance majeure. Ce n'est pas un outil, et on va le voir tout au long de cet exposé, j'espère, c'est une modification assez profonde de la façon de penser la science. Certaines sciences et d'une façon de penser la science. Tout n'est pas bouleversé, rassurez-vous. Alors, tout ça, c'est rendu possible par la science informatique elle-même, dont je rappelle une présentation que j'avais donnée ici. L'utilisateur, éventuellement, qui donne des données, mais éventuellement aussi tout un tas d'appareillages. Ici, j'ai mis un satellite. Et puis, les 4 piliers de l'informatique, information, algorithme, langage et machine, qui vont servir à refabriquer des résultats qui vont soit vers des utilisateurs, des scientifiques, soit vers des instruments. Voilà, ça c'est vraiment l'informatique, et donc la chaire informatique et sciences numériques. On a tenu à lui donner ce titre pour ne pas restreindre à la seule informatique, qui est aussi un nom de rayon de supermarché en français et qui introduit un certain nombre de confusions, mais bien montrer que son champ d'application est extrêmement vaste, y compris dans les sciences. Alors, ce qui rend l'informatique différente, très différente des autres sciences, c'est son côté jeu de construction. Des autres sciences, la médecine, la biologie, il faut observer la nature, ou la physique, il faut observer la nature, c'est extrêmement compliqué, extrêmement long. En informatique, on n'a pas à faire ça, on construit une nature artificielle. Et donc, on n'a pas la distance qu'il y a, par exemple, dans l'industrie des médicaments, je pense qu'on va en entendre parler juste après, entre l'idée et la réalisation. Les moteurs de recherche, entre l'idée du moteur de recherche et la réalisation du moteur de recherche, il y a eu quelques mois. Ça n'existe pas dans les domaines de médicaments, par exemple. Donc ça, c'est une grande force de l'informatique. C'est aussi une faiblesse parce qu'on peut construire des trucs sans intérêt assez facilement. Il faut tout à fait éviter les bugs. J'en ai longuement parlé, j'en parlerai pas ici, mais je dirais qu'il faut faire extrêmement attention dans l'application de l'informatique aux sciences, que ce n'est pas parce qu'on a écrit un programme qu'il faut croire dans ses résultats. Et en particulier sur la stabilité numérique, il y a beaucoup de problèmes. Alors, la première chose qui est évidente pour tout le monde, c'est Internet et l'application d'Internet. Gérard Flussman en a parlé. Et donc, j'en avais présenté ici, et je voudrais répéter cette présentation, une phrase qui servait autrefois à dire que l'informatique, ça ne servait pas à grand-chose, c'est celle-là. L'ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis. Ce qui est vrai, en quelque sorte, encore que la présentation est très importante. Quand on dit 4 plus 3 égale 7, il n'y a pas plus d'informations dans 7 que dans 4 plus 3, simplement, ça se voit mieux. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça correspondait à la conception du XXe siècle de l'informatique, qui était que le « on » dont on parle, c'est moi. Les deux « on », c'est moi. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout ça. Les deux « on » ont été dissociés, et il y a moi et il y a le reste du monde. Et donc l'informatique, ça consiste à disposer de ce que le reste du monde a mis. D'où l'importance de ce que disait Gérard Flussman sur la collaboration. Alors ça, c'est la première chose. Et alors ça a des effets tout à fait étonnants. Par exemple, en médical, je prends des exemples médicaux parce qu'en médecine, je dirais les mathématiques n'ont jamais été très dominantes, et pour des raisons qui sont tout à fait normales. Mais regardez ceci qui est très intéressant. C'est une étude récente, quelque chose qui se fait en grand maintenant. C'est les statistiques sur la grippe. Donc les statistiques sur la grippe sont à l'heure actuelle ramassées, si je puis dire, par les agences de santé qui demandent aux médecins de donner les informations sur la grippe. Et ça donne la courbe jaune. Et on voit les pics de grippe en France, aux USA, etc. En dessous, on a une courbe extraordinairement plus simple à établir, qui est calculée par Google, qui est les questions que posent les gens sur la grippe. Et on s'aperçoit, c'est assez naturel, que quand il y a la grippe autour d'eux, les questions que posent les gens sur la grippe augmentent de façon considérable. Et ce qui est très important, c'est qu'on s'aperçoit que les deux courbes sont très, très, très proches. Alors on peut discuter sur ce que veut dire très proche, mais enfin, allez voir, il n'y a quand même pas trop de doute. Donc ça veut dire que l'exploitation du bruit ambiant sur Internet permet de faire des choses tout à fait majeures au niveau, par exemple, épidémiologique, pour le cas de la grippe, mais il y a des tas d'autres cas, et c'est un grand domaine de recherche à l'heure actuelle. Donc ça, c'est je dirais, un résultat totalement inattendu d'Internet, mais ça, c'est aussi l'exploitation de l'incertain et du bruit. J'en reparlerai pas plus ici, il y a de quoi faire un cours entier au collège là-dessus.
Ça veut dire aussi, et ça c'est quelque chose de très nouveau même dans les sciences classiques, qu'on peut tirer parfois plus des données inorganisées que des données organisées. Et ça c'est un peu une surprise. Et ça a été dû à l'invention du moteur de recherche en particulier. Mais c'est vrai aussi pour l'exploration des publications. Alors j'avais ici donné des exemples dont on va voir les applications dans les sciences. J'avais dit la photographie a été totalement révolutionnée par le fait que l'appareil photographique devient secondaire au logiciel. Les gens pensent que la photographie, c'est un appareil photographique qui est l'objet important et le logiciel qui est l'objet un peu secondaire qui va faire que la photo s'imprime sur l'écran. C'est l'inverse. L'informatique est une série d'inversions de points de vue. Donc ici, voilà ce que donne un objectif grand angle sur une cathédrale, et on voit qu'aucune des lignes n'est droite. Eh bien, le capteur qui est sur l'appareil va servir de point d'entrée, et c'est le maillon faible, je dirais, de la photographie maintenant, parce qu'avec le logiciel adapté, qui est plein de mathématiques, on sort ça, c'est-à-dire la même photo en mieux telle qu'elle aurait dû être prise. Donc en fait, l'objectif est un composant secondaire du logiciel dans la photo moderne. Mais c'est vrai, enfin secondaire, il faut qu'il soit de très bonne qualité, bien sûr. Mais la même chose va se retrouver dans toute l'astronomie. Et par exemple, les grands télescopes modernes qui ont de l'optique adaptative, c'est encore un mélange d'instrumentation numérique, puisque c'est et électronique aussi, mais on peut le mettre dans le même point, c'est-à-dire que les petits miroirs bougent avec des algorithmes de correction très efficaces. Toute l'imagerie médicale est fondée sur ce principe. On ne peut pas regarder directement les images d'une IRM. Il faut une collaboration extrêmement étroite entre le logiciel et l'appareillage physique. Et on peut quelquefois se demander si le logiciel est vraiment si juste que ça par rapport à l'image. Et c'est un problème que les gens traitent. Donc, inversion de point de vue, c'est le logiciel qui commande la photographie ou l'imagerie. Et évidemment, il faut que les appareils soient très bons. Même chose en cartographie numérique. Alors la cartographie numérique, je l'avais montré, c'est une photo aérienne que personne n'a jamais prise, puisqu'on peut maintenant, avec les appareils informatiques modernes, dire « je voudrais une photo aérienne d'un coin de montagne vu d'un endroit où personne n'est jamais allé ». Et cette photo est entièrement calculée en fonction des données cartographiques et des photos aériennes. Bon, ça paraît bien, c'est rigolo, mais c'est pas en science, c'est fondamental. Parce que ça va fonder énormément de choses sur la géographie, ça fonde déjà. La météo, qui est évidemment sensible aux montagnes, et donc il faut calculer les effets de tout ça, et on va le voir sur l'anatomie. Alors, quel rapport entre cartographie et anatomie ? L'anatomie, c'est quand même de la cartographie, et on va pouvoir changer complètement la façon dont on voit l'anatomie. Et ici, par exemple, l'anatomie du cerveau, qui est quelque chose de pas simple, parce que le cerveau, c'est un organe mou, comme vous savez, et mobile, et différent entre les gens. Donc faire des cartes anatomiques du cerveau, c'est pas simple, et il faut que ces cartes soient statistiques. Donc dans le cerveau, on va ici retrouver les lignes sulcales, qui sont des lignes très très précises et qui sont très formées chez les individus. Il y a pas mal de variabilité, mais pas sur ces lignes-là. Et ces lignes-là, on sait maintenant les reconstituer par calcul, c'est-à-dire sans les dessiner, et les cartographier de façon précise. Et on sait surtout en étudier les statistiques. Et donc le cerveau n'est pas un organe uniforme suivant les gens. On sait en étudier les statistiques et on sait aller se promener dans cette carte. Alors ça, je vais le montrer. On peut même se promener en 3D, c'est-à-dire dans des espaces immersifs, dans des cubes où vous vous promenez à l'intérieur des objets. C'est assez extraordinaire et ça commence à donner des points de vue assez nouveaux. Ça, c'est à la fois de la visualisation, parce que ça donne des idées aux gens qui comprennent le cerveau, qui essayent de comprendre le cerveau, et c'est aussi un instrument majeur qui va servir à des diagnostics, à des prédictions, à des comparaisons. On va pouvoir comparer le cerveau à des cerveaux moyens. Alors, le grand domaine de l'informatique, le plus grand domaine actuel, c'est quand même la simulation et les expériences virtuelles. Il y a eu un exposé ici d'Antoine Georges pour sa leçon inaugurale qui en a longuement parlé, et je pense que je ne vais pas reprendre les expériences virtuelles en physique puisqu'il en a parlé, je vais parler d'autres domaines. Alors, si on compare avec la technologie, où l'informatique est reine, par exemple, pour fabriquer un avion, il n'y a pas de maquette d'un avion, c'est des maquettes numériques, le principe est le suivant. Avant la science, quand on faisait un pont, par exemple, on le fabriquait, il cassait, et on recommençait. Beaucoup de ponts sont tombés. Avec la science, on a amélioré beaucoup les choses. On a fabriqué les choses, elles sont tombées, mais on a expliqué pourquoi. Et ça, c'était un grand progrès, parce que ça permettait de comprendre les phénomènes. Ça, c'est le côté observation de la science. Et ça permettait de recommencer en mieux.
Donc, par exemple, la résistance des matériaux a été inventée exactement pour ça, pour les ponts, mais il y a des tas d'autres domaines où c'est comme ça. Avec la science numérique, ça va être tout à fait différent. On modélise et on simule virtuellement, on casse virtuellement. On explique pourquoi, avec des observations extrêmement riches sur les maquettes virtuelles, et on va recommencer en mieux, et puis on va recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à le faire en vrai et que ça ne casse plus. Donc c'est comme ça qu'on fait déjà les avions. J'en donne un exemple. Un pilote d'avion, on l'entraîne à cracher son avion. On ne l'entraînait pas à cracher son avion avant. Donc ça fait aussi, par exemple, qu'un pilote peut atterrir sur l'Hudson et que personne n'ait rien à la fin. Il n'y a pas que cette raison-là, mais ça c'est important. Donc vous voyez, on va retrouver ça en science. Les expériences virtuelles permettent de faire des choses qui ne sont pas faisables avec des expériences réelles et d'apporter des points de vue nouveaux. Alors, où est-ce que la modélisation et la simulation sont indispensables ? Eh bien, en mécanique, ça c'est évident, et c'est fait depuis longtemps, en météorologie, en climat. Et là, en climat, il est évident qu'il y a des grands débats, les simulations sont loin d'être au niveau qu'on veut, mais c'est toujours vrai en science, ça. Et on n'a pas deux expériences. Donc là, faire des expériences sur le climat, ce n'est pas encore tout à fait aussi simple. Le Big Bang, alors là, les astronomes n'ont pas encore eu le budget pour faire l'expérience, on en est très content. Et en physique, on en a parlé. ITER, par exemple, ça ne pourra marcher que si les simulations marchent. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. L'appareil ne marchera que si on a su le simuler. Et on va le voir en biologie, on va le voir en chirurgie. Donc tous ces domaines-là, il y a différentes raisons, des fois parce qu'on ne peut pas faire autre chose que la simulation, et des fois parce que c'est une bonne idée. Alors voici un exemple de simulation astronomique, l'exploration d'une supernova, encore une chose pour laquelle les astronomes ont vraiment du mal à faire ça en labo. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans l'explosion d'une supernova, il y a énormément de turbulences. Et que la turbulence, avec les équations et leurs solutions à la main, c'est quelque chose de très dur à étudier. Alors évidemment, le problème, c'est est-ce que ces turbulences sont réalistes, etc. Et donc le travail des scientifiques, c'est de trouver des moyens de vérification externe du fait que ces prédictions sont justes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de simuler pour être content, il faut avoir des moyens de contrôler ce qu'on fait. Alors en mécanique des fluides, voilà par exemple, ça c'est classique, c'est peut-être les plus anciens domaines de mathématiques appliquées et d'informatique. Voici la combustion d'Ariane, et on voudrait connaître les températures du jet d'Ariane, hydrogène et oxygène liquide. Ce n'est pas totalement simple, il est difficile de se trimballer derrière Ariane avec un thermomètre. Ce n'est pas vraiment très simple. Par contre, ces simulations permettent de faire des prédictions qu'on peut mesurer indirectement. Il y a beaucoup de vérifications indirectes en sciences, et ça c'est des calculs extrêmement chers. En fait, c'est un film ici. Et ça demande 2,5 millions d'heures de calcul. Et à l'heure actuelle, 2,5 millions d'heures de calcul, ce n'est pas un problème. On ne fait pas ça sur un ordinateur. Mais ça atteint des domaines plus inattendus, comme par exemple la médecine, où la mécanique des fluides se fait maintenant sur comprendre ce qui se passe dans les carotides, ou de manière générale dans les artères, pour comprendre que sont les flux sanguins, comment ils sont perturbés par les obstacles, comment les carotides bougent à cause des flux sanguins. Et ça, ce sont des choses, des applications beaucoup plus récentes de la mécanique des fluides informatiques. Alors, je vais vous montrer un exemple de choses beaucoup plus intégratives. Parce que vous savez, la science moderne est très intégrative, c'est-à-dire elle cherche à parler de choses globales, beaucoup plus globales. Donc, il y a eu un grand projet à l'INRIA qui participe à la chaire informatique et sciences numériques sur la modélisation du cœur. Alors le cœur, c'est un muscle, donc c'est quand même quelque chose de plus simple, par exemple, que le cerveau, et on peut espérer modéliser le cœur de façon très très précise, mais c'est évidemment compliqué. Mais pour modéliser le cœur, il va falloir rejoindre des tas de sciences et des tas de domaines scientifiques. Par exemple, l'anatomie, ça c'est évident, l'électrophysiologie, on va le voir, le cœur est commandé par des signaux électriques, la mécanique des solides, parce que c'est des fibres musculaires, il va falloir modéliser les micromoteurs ATP et tout ça, les contractions de fibres musculaires. Le cœur est nourri, il a besoin d'énergie. Il y a les écoulements sanguins dans le cœur. Et l'idée, c'est qu'on commence à comprendre un peu chacune de ces choses. Mais modéliser le cœur, c'est mettre tout ensemble. Et ça, on peut le faire grâce à la puissance intégrative de l'informatique. Si on arrive à faire une modélisation du cœur, on peut arriver à penser qu'on arrive à personnaliser cette modélisation chez un cardiologue avec des instruments plus perfectionnés que ceux qu'on a à l'heure actuelle, qui sont en cardiologie, ne sont pas encore tout à fait satisfaisants. Les cardiologues sont tous d'accord là-dessus. Et ensuite, on peut préparer des thérapies et préparer des diagnostics. Donc ici, on a une science fondamentale, mais qui peut avoir une application directe, pas dans les 3 secondes, ça commence,
Pas dans les 3 secondes, bien sûr, mais les sciences n'évoluent pas dans les 3 secondes, même si les organismes évoluent dans les 3 secondes quelquefois. Voici par exemple une simulation électromécanique du cœur. Donc ici, en couleur, on voit les signaux électriques qui vont se propager et provoquer des contractions. Et dans cette simulation, il y a énormément d'aspects scientifiques. Il y a d'abord la géométrie. On voit que c'est fait avec des triangles. La géométrie, c'est toujours fait avec des triangles et des ronds. Ça n'a pas changé. On voit qu'à l'intérieur, il y a des fluides. C'est la mécanique des fluides. Donc ça va chasser des fluides. On n'a pas marqué les valves ici, je vais vous les montrer après. Il y a des torsions qui se font à cause justement des valves. Et il y a énormément de paramètres. Bon, celle-là, on fait mieux que ça maintenant, mais celle-là, je l'ai depuis longtemps et elle marche, donc je m'en sers. Et on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors voilà des problèmes plus durs, par exemple la modélisation des valves, qui sont des objets en mouvement compliqués. Ça, ce n'est pas encore extraordinairement satisfaisant. Mais vous voyez ici l'importance de la visualisation. Et l'informatique, une de ses grandes forces à l'heure actuelle, c'est la visualisation. Et donc, de faire des choses en 3D, je pense que je ne suis pas médecin, on pourra avoir le contrôle de médecin après, mais je pense que c'est des choses qui permettent de voir les choses de façon tout à fait différente, parce que voir le 3D en pensée, c'est quand même assez dur. Alors, voici un exemple d'application, ce sont des choses réelles. C'est ici une déformation du cœur chez un enfant, et on voit que cette déformation du cœur, on n'a pas envie de trop de la garder, et ce sont des choses qui sont solubles chirurgicalement en coupant au bon endroit. Mais c'est quoi le bon endroit? Voilà une question à laquelle la modélisation tente de répondre. Et donc, ce qu'on tente de faire, désolé, je ne sais pas si j'ai dû pas toucher la bonne chose, voilà. Ce qu'on tente de faire, c'est de prévoir le rendement du cœur après l'opération. Et ça, avec les modèles, plus les modèles avancent, plus on comprend. On peut aussi d'ailleurs simuler l'opération elle-même. Et un des buts est bien entendu que l'opération soit faite par un robot, parce que les robots sont beaucoup plus précis pour faire ce genre de choses. Et donc, à ce moment-là, ça devient différent. Alors, j'ai parlé de biologie humaine, mais quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la biologie végétale. Et la biologie végétale, ici, vous avez la simulation d'un arbre. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ma machine, mais c'est moi, c'est pas elle. La simulation d'un arbre. Vous avez un pommier en train de pousser ici. Et ce pommier, vous allez le voir pousser à travers plusieurs années. Donc ici, les feuilles sortent. Ici, on arrive à l'automne, l'hiver. Voilà le printemps suivant, les feuilles sortent. Et puis vous allez voir les fruits arriver, etc. Et donc une simulation comme ça, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour dire, au fond, c'est quoi un arbre? On sait décrire les arbres, on sait cataloguer les arbres, on sait comparer les arbres. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, pourquoi les feuilles sont plates. Ce n'est pas encore très bien compris. Mais par contre, l'idée, c'est combien de paramètres faut-il pour décrire un arbre? Et par exemple, pour décrire, là, ils arrivent très bien à décrire énormément d'espèces de pommiers. Ils n'arrivent pas à décrire les pommiers et les abricotiers de façon uniforme. Ça viendra peut-être. Et donc, c'est quoi un arbre? Pour un arbre comme ça, il y a à l'heure actuelle à peu près 70 paramètres qui servent à décrire un arbre. Et donc là, il y a des modèles mixtes, des modèles de croissance. Donc on modélise la croissance du méristème, la croissance des bourgeons. On modélise l'aléatoire. Là, il n'y a pas encore assez d'environnement dans ces arbres-là. On modélise la flexion des branches en fonction de la gravité. C'est un gros boulot. Mais l'enjeu, c'est ne pas décrire les arbres, mais véritablement comprendre le système d'information qui fait qu'un arbre pousse et qui est caché dans la biologie, bien sûr. Alors, il y a les neurosciences qui sont quelque chose d'absolument fondamental à l'heure actuelle, qui évoluent énormément. Et donc, les moyens physiques nouveaux, c'est-à-dire d'aller voir le cerveau en fonctionnement, d'aller mesurer ce qui se passe avec des électrodes, avec des imageries, etc., permettent d'avoir des moyens de recherche nouveaux au niveau instrumental, et donc d'aborder des questions nouvelles. Par exemple, comment l'information est-elle gérée par le cerveau? Le cerveau, c'est une machine à information. L'ordinateur aussi, il ne marche pas du tout pareil. Et comment le cerveau est géré? Il y a deux intérêts de ça. Le premier, c'est de comprendre le cerveau. Le deuxième, c'est de comprendre comment on pourrait changer les choses pour l'informatique elle-même. Le cerveau humain et l'ordinateur sont aussi opposés que possible. L'ordinateur est extraordinairement rapide et totalement bête. Le cerveau humain n'est pas très rapide et très très malin. Est-ce que ce gouffre est condamné à être comme ça? C'est pas évident. Je parlais de manipulation de l'incertain, et typiquement le neuromimétisme est un des moyens explorés par la recherche. Il ne faut pas croire que ça va marcher dans 2 ans, comme on vous le dit dans certains journaux. Exploré par la recherche pour ça.
Et pour simuler le fonctionnement cortical, il y a pas mal de choses qui se font. J'étais hier à une thèse unique au CNRS à Gif-sur-Yvette qui parlait de ça, et il y a eu un grand congrès ici sur le projet FACETS qui fait ça et qui, par exemple, essaie de fabriquer une machine informatique qui est analogique, ça c'est un neurone en silicium, et qui essaie de simuler le fonctionnement cortical. Alors évidemment, il faut rester modeste, le cerveau c'est très gros, mais ces machines, par exemple, peuvent aller 10 000 fois plus vite que les neurones, que les vrais neurones, donc c'est intéressant pour la simulation. Donc comprendre le cerveau, c'est évidemment un très grand enjeu, il y en a pour super longtemps, et ça se fera par collaboration entre biologistes et informatiques, il n'y a aucun choix là-dessus. Alors les mathématiques elles-mêmes sont touchées, j'avais donné cet exemple, ça a commencé par ça, je dirais, ça fait longtemps que les informaticiens s'intéressent aux mathématiques, mais le théorème des 4 couleurs qui dit qu'on peut colorier toute carte de tout pays avec 4 couleurs seulement, de telle manière à ce que 2 États qui aient une frontière commune, qui ne soit pas réduite à un point, ne soient pas de la même couleur. Théorème postulé par Guthrie en 1852 et plus ou moins prouvé par Appel et Haken en 1976. Pourquoi je dis plus ou moins ? Parce que la preuve est en 2 morceaux, un papier de mathématiques qui n'a pas été contesté, disant qu'on peut se ramener à un nombre de cas finis et l'étude informatique de ces cas finis. Et beaucoup de mathématiciens, et d'ailleurs à une certaine raison, ont dit « mais comment est-ce qu'on croirait à l'étude informatique des cas finis ?» D'accord ? Qui c'est qui nous prouve que l'ordinateur n'a pas fait une bêtise sur le trajet ? Alors, Georges Gontier, enfin c'est un des grands événements du sujet, Georges Gontier en 2005 a fait une preuve dans un système qui s'appelle COQ, qui est un système français, extrêmement évolué sur la logique formelle et la preuve mathématique, a pu démontrer complètement ce théorème, mais véritablement de façon incontestable, mathématiquement incontestable et informatiquement incontestable. Et la chose intéressante, c'est qu'il n'y avait pas de problème là où les mathématiciens soupçonnaient qu'il pouvait y en avoir, c'est-à-dire dans les cartes. Par contre, il y avait de vrais problèmes dans le papier mathématique. C'est-à-dire qu'il y avait des théorèmes et des lemmes où il y avait marqué preuve omise évidente mais longue. Et il a juste fallu repenser complètement la topologie discrète et des choses comme ça. Les preuves étaient tout à fait difficiles. Elles étaient juste vraies, ce qui intéresse le plus les mathématiciens, mais ce n'était pas vrai. Et ça a introduit une nouvelle discipline que j'appelle le génie logicien, qui est de faire des mathématiques vraiment formelles. Et Georges Gontier et son équipe s'intéressent maintenant à la classification des groupes finis, ce qui est évidemment d'une autre stature que le théorème des 4 couleurs. Et ce n'est pas fini non plus, mais la recherche s'est faite pour être jamais finie. Alors, conclusion, l'informatique a été longtemps conçue comme une aide aux scientifiques. Il faut arrêter ça, c'est véritablement un changement de point de vue. Elle induit de nouvelles façons de penser. On ne peut pas utiliser correctement l'informatique si on fait semblant que c'est une grande calculette. Ce n'est pas ça. C'est un changement de point de vue sur les sciences et le monde. Elle prolonge les mathématiques et étend leur domaine. C'est tout à fait quand même de la même nature que les mathématiques, et c'est pour ça que ça touche autant de sujets, sauf que ça en touche plus parce que c'est quand même de nature plus mécanique. Les scientifiques de demain resteront-ils réellement efficaces sans apprendre la vraie science informatique ? Ça, c'est une vraie question que j'ai posée à plusieurs reprises ici, dont la solution n'a pas encore beaucoup bougé, mais je ne pense pas qu'on puisse faire de la science informatique vraiment vraie si on ne sait pas un minimum de ce que c'est. Et c'est vrai aussi pour les informaticiens qui font de la science dans l'autre sens. Mais je pense que là-dessus, nous ne sommes pas spécialement en avance dans notre pays. Je voudrais juste vous montrer quelque chose, s'il me reste une minute, pour la visualisation. Voici 2 films que j'estime absolument remarquables, mais s'il y a des biologistes dans la salle, ils en sauront plus que moi. Ce sont des films sur la réplication de l'ADN. Et donc ça, c'est en temps réel, c'est-à-dire c'est la vitesse exacte à laquelle les choses se passent dans les cellules que connaissent les biologistes. Et donc vous voyez les systèmes de réplication en œuvre ici. Ça manque un peu de contraste, je pourrais peut-être l'éclaircir, mais on va en voir une autre ici. Et l'autre, c'est la transcription de l'ADN, qui est donc quelque chose de tout à fait différent. Et ces films sont vraiment faits par des biologistes, en fonction de données biologistes, mais je pense qu'ils donnent une vue de la chose. Vous allez voir, le transcripteur est en train de se former là, et ensuite il va partir. Tac, il est parti sur l'écran de droite, et donc il se promène sur le brin avec exactement la vitesse réelle, là, c'est-à-dire le nombre de nucléotides par seconde qu'il faut. Donc ça, ce sont des choses qui maintenant sont un peu haut de gamme, mais qui vont devenir totalement standards. Alors je pense qu'au niveau enseignement, c'est beaucoup plus intéressant d'expliquer les choses comme ça que par des dessins statiques.
à condition que ce soit juste, ça je n'ai pas la compétence pour le juger, et que même au niveau recherche, ça donne des points de vue tout à fait différents. Donc l'informatique ici est un outil, sauf que pour concevoir ces visualisations, il faut vraiment être très très bon en informatique, ce n'est pas un outil naïf. Merci. Alors, après ce magnifique exposé, je suis un petit peu gêné parce que je ne suis pas un bioinformaticien, je suis consommateur de ce que la bioinformatique peut apporter, et ça se verra d'ailleurs aussi dans ma présentation où c'est du PowerPoint basique sans évidemment ces magnifiques illustrations de ce que effectivement l'informatique peut nous apporter dans la visualisation de phénomènes complexes, et là j'espère que je vais avoir... Alors effectivement, si vous voulez, en attendant que ça vienne, il fut un temps, heureux je ne sais pas, il était une fois où les biologistes, notamment ceux qui s'occupent, je dirais, de biologie moléculaire, de génétique, etc., travaillaient sur un gène qui codait pour une protéine, et ceci était analysé par une équipe, un gène, une protéine, et on avait besoin au fur du temps d'un peu d'informatique. Ceux qui en avaient le plus besoin, c'était les biologistes. Alors, c'est celui-là ou... Attendez, je vais essayer de m'y retrouver. Oui, ça doit être ça. Voilà. Et ceux qui avaient le plus besoin d'outils informatiques déjà assez solides, c'était les biologistes structuraux, ceux qui faisaient de la cristallographie et qui essayaient effectivement, à partir de données physiques, d'interpréter ou de connaître la structure très détaillée à l'échelle atomique d'une protéine ou de protéines complexes. Et ça demandait quand même des ordinateurs à l'époque puissants, des nouveaux algorithmes, des logiciels. Mais je dirais que ça allait encore bien parce que le facteur limitant en biologie structurale, c'est qu'il fallait purifier la protéine, la cristalliser, et ça, on a gagné un peu de temps, mais en fait, ça reste un art. Et finalement, donc, il y a une augmentation parce qu'il y a plus de labos, parce que quand même, il y a eu un peu d'automatisation, etc. Mais ça n'avait pas changé les choses de manière quand même absolument drastique pour l'utilisation de l'outil informatique. Et puis, avec le début des analyses génomiques, et puis de toute une sorte de nouvelles analyses qu'on appelle les analyses omiques, comme par exemple comment, dans un tissu donné, dans une cellule donnée, à un moment donné, s'exprime l'intégralité du génome, c'est-à-dire pas un gène, est-ce que ce gène est réprimé ou activé, mais comment les 20 000 gènes ou 25 000 gènes sont certains activés, d'autres réprimés, avec des cinétiques différentes. Donc c'est le transcriptome. Effectivement, l'évolution du séquençage ADN, qui à l'heure actuelle a a vraiment explosé, mais qui a commencé en fait finalement en 1977. On a pu commencer à faire les premières séquences d'ADN. Maintenant, donc, on analyse non plus le génome humain, mais je dirais toute espèce vivante va passer à la moulinette. Les Chinois viennent de séquencer le panda. La pomme a été faite. On n'a pas simplement la modélisée, mais on a son génome. Les métagénomes aussi, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes ces populations, par exemple bactériennes, dans notre intestin et ou dans les usines de traitement des eaux. Donc toutes ces populations bactériennes d'une extrême complexité, avec certaines bactéries qu'on n'arrivera pas à faire pousser en isolation. Les épigénomes, parce que notre génome est dans une gangue de protéines, la chromatine,
et c'est les modifications de cette chromatine à un instant donné, à un point donné, qui font que tel gène s'exprime ou pas. Donc ces marques épigénétiques, c'est aussi un très grand nombre d'informations. Et puis les oncogénomes, parce que quand une cellule devient cancéreuse, eh bien, elle acquiert des mutations, des transformations, à la fois de son matériel génétique, mais de son expression. Et ça va être caractéristique, même pas d'un type de tumeur, oui, en partie, mais même de la tumeur chez monsieur un tel, et qui va avoir telle ou telle réponse aux médicaments. Les interatomes, comment les protéines interagissent entre elles, ou avec des acides nucléiques. Les phénomes, c'est quoi? C'est simplement de prendre un organisme, de le muter systématiquement gène par gène, et de regarder qu'est-ce que ça fait, de faire la clinique. On a à Strasbourg une clinique de la souris, mais il y a des cliniques de la drosophile, des cliniques du nématode, où on regarde quand on inactive tel gène, et quelquefois quand on l'inactive dans tel type cellulaire, qu'est-ce que ça donne? Ça permet de comprendre le rôle de ce gène dans, par exemple, la fonction du cerveau ou la mémoire de la drosophile. Chez l'homme, le phénome, ça se traduit par ce qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, dans notre jargon, qui est de prendre des cohortes de milliers de patients, d'analyser des millions de variations dans leur génome et d'essayer de trouver certaines variations qui vont être corrélées avec le risque plus ou moins grand de développer telle ou telle maladie. Donc c'est le phénome, le phénotype clinique, mais en relation avec la variabilité génétique, le protéome, etc. Alors tout ça, évidemment, ça génère un nombre de données absolument fantastiques, donc des données massives, mais hétérogènes, de types très différents, qu'il faut essayer d'intégrer pour essayer de les comprendre, parce qu'on a besoin à la fois de comparer peut-être effectivement le phénotype clinique avec des données protéomiques, avec des données sur les variations génétiques, essayer justement de voir est-ce que ça nous permet de faire des prédictions, de calculer, je dirais, la validité statistique d'une observation, et il y a un bruit, évidemment, donc il faut savoir est-ce que ce qu'on peut déduire est une interaction réelle ou c'est simplement le bruit parce qu'on a une masse de données absolument extraordinaire, avec d'ailleurs des problèmes aussi de nomenclature. Il y a maintenant des groupes entiers qui se préoccupent de nomenclature parce qu'il faut que, si on veut comparer par exemple la fonction d'un gène au cours de l'évolution, eh bien c'est bien qu'il ait le même nom, le gène équivalent dans diverses espèces, et le même nom, qu'on soit bien d'accord, qu'on prenne la même séquence du génome, parce que la séquence du génome, elle évolue au cours du temps parce qu'on s'aperçoit qu'il nous manquait un petit bout, etc. Donc, il y a tout cet aspect de nomenclature. Alors, une des caractéristiques de la science moderne, et ça a été évoqué par Gérard Fussman, c'est effectivement ces grands projets internationaux de génération systématique de données. Et je crois que vraiment la génétique est là où ça a eu vraiment un aspect assez extraordinaire, où vraiment de nombreux pays ont collaboré pour générer de données, et des données qui soient le plus rapidement possible, et même quelquefois au fur et à mesure qu'elles sont générées, qui soient accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique. C'était pas évident. Au début des études sur le génome humain, et là un petit peu de cocorico, il y a eu un effet très important de ce qui a été fait en France par le CEF, la Fondation Jean Dosset, et le Généton sur les cartes du génome, qui a été de dire, bon, d'abord, on analyse l'ensemble du génome et pas chacun un petit bout, comme à maman, les Américains voulaient faire. Il y a un labo qui fait tel chromosome, un autre labo qui fait tel autre chromosome. On analyse tout le génome, et ces données sont mises à disposition, et les outils générés sont mis à la disposition de l'ensemble de la communauté. Et pour le séquençage aussi, au début, les Américains, les Allemands se disaient « oui, mais ça serait bien, on va séquencer, puis on va se garder pendant un petit moment pour voir vraiment ce qu'il y a de juteux, d'intéressant, qu'on pourrait éventuellement breveter. » Et d'ailleurs, il y a eu un génome privé, celui de Craig Venter, qui avait pour but, effectivement, d'essayer de breveter ce qu'il y avait de juteux
comme information dans le génome, comme cible pharmacologique, etc. Mais sous l'influence aussi du Sanger Center, qui était financé par une fondation, la Wellcome Trust, il a été décidé effectivement que ces données devaient être immédiatement disponibles pour tout le monde sans qu'elles puissent être privatisées. Et ça a été après d'autres... Bon, alors on a eu le génome humain. Alors certains se disaient, mais c'est fini, là maintenant on a le génome humain, puis le génome de la souris, de la drosophile. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces centres de séquençage? Et en fait, le génome humain, ça n'existe pas, parce qu'il y a les humains, avec toutes leurs variations. Donc on s'est aperçu qu'il fallait en fait étudier les variations du génome humain. Et ce projet HapMap, par exemple, où malheureusement la France n'a pas participé parce qu'elle ne pouvait pas payer le ticket d'entrée, a donné une explosion de ces approches génétiques sur les risques génétiques de développer des maladies. Et puis, on est maintenant au 1000 genomes, c'est-à-dire de séquencer complètement 1000 génomes. Ça va être terminé probablement l'an prochain. Et puis, la même chose sur la souris aussi. Non seulement le séquençage des différents types de souris de laboratoire, mais surtout d'inactiver gène par gène et de regarder au niveau du phénotype clinique qu'est-ce que ça fait. Alors tout ça, ça nécessite évidemment des bases de données extrêmement complexes, des séquences d'acides nucléiques, des séquences des protéines, dans divers organismes, etc. Et il y a donc un grand nombre de bases de données qui doivent pouvoir se parler, qui doivent avoir des nomenclatures qui permettent de passer de l'une à l'autre. Et là aussi, vous voyez sur cette carte, ces databases sont distribuées avec des laboratoires, des centres qui s'occupent plus particulièrement d'une base de données. Mais tout ça est coordonné notamment par certains grands centres comme l'European Bioinformatics Institute près de Cambridge, où il y a 400 personnes qui travaillent avec un budget de 40 millions d'euros par an. Avec une croissance, non pas du personnel, mais du nombre de gigabytes de données qui sont contenues, et évidemment avec une croissance du nombre d'ordinateurs qui sont présents. Mais ça, c'est encore une croissance qui a l'air ce à quoi on était habitué, je dirais la loi de Moore, ou à peu près. Et en fait, depuis 2007, ça a commencé à exploser, au départ, par l'évolution technologique. Par exemple, les puces à ADN, qui ont permis de faire ces Genome-Wide Association Study, là où un laboratoire testait une dizaine, une vingtaine de variants, il était déjà très content chez 100 malades. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est sur 1000, 2000, 5000 malades et des contrôles où on teste 1 million de marqueurs. Et le nombre d'études, ceci c'est le nombre d'études publiées dans ce domaine, ça a commencé en 2007. Vous voyez que ça monte à une allure fantastique. Et il y a des données, non seulement de génomique, mais aussi des données cliniques qui correspondent. Et ça, c'est les résultats qui montrent que dans chaque coin du génome, on a trouvé chaque petite boule de couleur, c'est de dire, voilà, il y a un gène qui prédispose, je ne sais pas, l'hypertension, ou qui joue un rôle dans telle ou telle maladie auto-immune, etc., dans la douleur. Et à partir de 2007, il y a eu aussi cette explosion de la technologie de séquençage. Pendant 20 ans, 77 à 2007, non, pendant 30 ans, on a travaillé avec une technique qui avait été inventée par M. Fred Sanger, qui avait été améliorée. Au début, c'était radioactif, puis fluorescent, c'était de plus en plus automatisé. Et disons, on devait avoir probablement un doublement des capacités tous les 2 ans. C'était à peu près comme la loi de Moore en informatique. Donc, je dirais, il n'y avait pas de problème. L'informatique suivait, puisque la croissance des données de séquençage était à peu près celle de la croissance des puissances d'ordinateurs. À partir de 2007, et donc de ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing, ça a changé complètement, parce que les possibilités de séquençage sont allées beaucoup, beaucoup plus rapidement que la croissance de la puissance informatique. Donc ça, c'est, vous voyez, l'évolution de la base de données
EMBL nucléotidiques au cours du temps. Vous voyez cette explosion. Et c'est pas fini. Dernièrement, dans Nature a été annoncé un grand projet de tester 50 cancers différents dans 500 tumeurs différentes, et en comparant à chaque fois la tumeur et le génome de la personne, le génome normal. Donc 25 000 génomes de cancers qui vont être séquencés dans les années qui viennent. Et ceci, évidemment, par ce développement de la technologie, par exemple, je ne fais pas de la publicité, mais celui qui est le plus vendu pour le moment, c'est d'une boîte américaine qui s'appelle Illumina. On voit que, par exemple, le Broad Institute vient d'acheter 50 machines, et a le projet de séquencer 24 000 exomes, c'est-à-dire la partie codant pour les protéines, donc de 24 000 personnes. Celui qui en a acheté le plus, c'est le Beijing Genomic Institute à Shenzhen, qui en a acheté au début de l'année 128. Ça a fait monter les actions d'Illumina. En France, par comparaison, en tout et pour tout, et c'est en général pas des machines les plus nouvelles, on a 40 machines sur les 1600 du parc mondial, c'est-à-dire que dans cette puissance de séquençage, on représente beaucoup moins, plus de 2 fois moins, que, disons, le poids évalué de la recherche biomédicale en France. Et on commence à voir, effectivement, les grandes industries pharmaceutiques qui font, comme Merck, des accords avec Pékin pour développer les informations issues du séquençage, et ils le font parce qu'il y a la puissance de séquençage et de bioinformatique. Au Beijing Genomic Institute, il y a 500 informaticiens et bioinformaticiens, et on voit par exemple l'article qui vient de paraître cette semaine, où 200 Danois, dans une collaboration entre le Danemark et le Beijing Genomic Institute, ont vu leur exome séquencé. Et puis, comme je vous l'avais dit aussi, on peut séquencer non seulement les humains, mais aussi les bactéries qui sont présentes dans notre intestin, et donc sur 124 échantillons fécaux d'individus européens, toujours massivement au Genomic Institute de Pékin, de Shenzhen plutôt, a été analysé effectivement cet énorme métagénome bactérien qui est en interaction avec notre physiologie. Alors, le problème, comme je disais, c'est que pendant longtemps, la croissance, je dirais, des possibilités de séquençage était plus faible que la croissance de la puissance informatique. Vous savez qu'il y a cette loi de Moore où la puissance informatique croît à peu près 2 fois tous les 2 ans. Voilà, je vois Gérard Berry qui hoche la tête, c'est probablement pas tout à fait vrai. Mais disons, en tout cas, le nombre les possibilités de séquençage croissaient, mais de manière inférieure à ça. Et puis, à partir du Next Generation, donc à peu près à partir de 2006-2007, on en est à un temps de doublage d'environ 5 mois. C'est-à-dire que tous les 5 mois, on est capable, avec, je dirais, la même somme, de séquencer 2 fois plus. Et puis, comme on met de plus en plus d'argent, ça devient absolument extraordinaire, et ça pose des problèmes. Et là, vraiment maintenant, d'ailleurs c'est à certains, j'ai entendu récemment, quelqu'un disait, oui, les biologistes, finalement, ils ont commencé à séquencer sans se demander est-ce qu'il y aurait l'informatique qui suivrait pour interpréter toutes ces séquences. Et donc, il y a des gens sérieux qui commencent qui se posent ce problème, et qui suggèrent que des avances en informatique sont nécessaires pour interpréter ce déluge de données, et par exemple, de passer de tout un parc d'ordinateurs dans un laboratoire donné qui permet de mouliner les données, à ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire de profiter de toute la puissance informatique qui est dispersée dans le monde pour des raisons quelquefois tout à fait commerciales. Et ceux qui ont commencé le cloud computing, c'est Amazon, parce que Amazon avait des puissances informatiques énormes, parce qu'à Noël, il faut pouvoir réagir très vite pour toutes les commandes de tous les gens, parce qu'ils ne veulent pas attendre pendant 3 semaines pour leur cadeau de Noël. Mais pendant le reste du temps, ces ordinateurs ont moins à faire. Et donc, ils se sont dit, s'ils ont moins à faire, ils peuvent servir à quelque chose.
Et pourquoi pas, eh bien, à des gens qui n'ont pas des parcs d'ordinateurs aussi puissants. Et donc ce cloud computing, maintenant, c'est quelque chose, alors évidemment Gérard Berry commenterait ça beaucoup mieux que moi, mais où sont intervenus des gens bien connus dans l'informatique comme IBM, mais aussi, je dirais, ou Sun, mais aussi comme Google. C'est effectivement, semble-t-il, une des voies d'exploration pour pouvoir avancer. Avec quand même un problème, et qui évidemment, là où la modélisation devra jouer son rôle, est ce que quelqu'un a appelé la catastrophe dimensionnelle. Parce qu'on finit par analyser tellement de choses et qu'on veut pouvoir comparer avec tellement d'autres choses que le nombre de possibilités devient absolument extraordinaire. Alors, par exemple, dans ces études de Genome Wide Association, ce qu'on appelle, on teste 500 000 variants pour chaque patient. Et on regarde, est-ce qu'entre les patients et les contrôles, il y a une différence statistiquement significative. Dans un labo, quand on a un P de 0,01, on est assez content, on se dit, ben voilà, il y a un effet, ça doit être vrai, c'est peut-être pas tout à fait certain, mais enfin, P0,01, on a 1% de chance que ça soit par hasard, donc ce qu'on voit, c'est probablement un effet réel. Mais quand vous faites 500 000 tests, eh bien, vous en aurez 5 000 qui auront un P0,01. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? C'est en disant, pour avoir un résultat significatif quand on fait du genome wide, il faut qu'on ait un P 5×10-8. Mais pour arriver à avoir une différence qui a une signification de P 5×10-8, il faut analyser des milliers de patients. Donc, bon, ok, ça va. Maintenant, si on veut analyser l'interaction entre ce qui se passe dans un gène avec un autre gène, on va tomber, même si on simplifie, on se dit, voilà, il n'y a que 30 000 gènes, on arrive déjà à 5×10⁸ comparaison. Et puis, bien que je sois généticien, je suis le premier à dire que le gène, c'est pas tout. Et il y a l'environnement. Mais l'environnement, c'est très multiple. En plus, c'est beaucoup plus difficile à évaluer parce que c'est quantitatif, l'environnement. Donc, si on veut analyser les interactions gènes multiples et environnement, on peut se demander, effectivement, sauf des effets très forts, comment est-ce qu'on va pouvoir analyser tout ça, le modéliser. Et puis, je terminerai, et pour les laboratoires français, parce que je veux dire que là, c'est comment recruter les informaticiens et bioinformaticiens. D'ailleurs, il y avait un commentaire que j'ai entendu récemment, où il disait, avant, on avait surtout des bioinformaticiens, c'était des biologistes qui connaissaient un peu d'informatique, mais plus d'informatique que le biologiste lambda. Maintenant, on va avoir de plus en plus besoin de vrais informaticiens qui comprennent la biologie. Et à l'heure actuelle, on a très peu de postes, en tout cas dans le laboratoire de biologie lambda. Il n'y a pas assez de gens qui sont formés là-dedans. Ceux qui sont formés, c'est pas sûr qu'ils soient très intéressés, parce que on n'a pas des postes stables, on n'a pas des bons salaires, l'industrie pharmaceutique probablement va les payer mieux. Et puis nos élites scientifiques qui sont formées dans les prépas et dans les grandes écoles, à part peut-être, c'est même certainement Normal Sup ici à côté, n'ont pas une grosse exposition à la biologie, donc ils ne connaissent pas. Puis ceux qui sont dans notre ministère de la Recherche, en général, je crois qu'ils prennent la biologie quand même pour une science encore, selon la classification kantienne, de seconde zone. Et les gros équipements informatiques sont difficiles à financer. Donc il faudra trouver des réponses à tout ça, en plus des réponses évidemment technologiques. Mais le problème est vraiment à la fois extrêmement excitant parce qu'on découvre plein de choses. Alors, ce n'est pas simplement qu'on est en train de séquencer, mais en séquençant, on découvre plein de choses. Encore faut-il les interpréter. Je vous remercie.